Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degré de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi », et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait.
L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue », si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres.
et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années,
Ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles. Et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. C'était le 10 avril 1912. Richard venait de partir de Southampton en Angleterre à bord du navire le plus célèbre de l'époque, surnommé l'Insubmersible. Comme il venait d'assister à une quasi-collision avec le SS City of New York, il décida d'écrire à sa femme pour lui raconter cet incident effrayant. « Ma très chère Sal, nous nous en sommes sortis hier après beaucoup de difficultés. » Il était loin de se douter qu'à peine 4 jours plus tard, sa plume et le bateau sur lequel il se trouvait seraient perdus à jamais au fond de l'océan Atlantique Nord. Était-ce là une sorte de mauvais présage? Richard a-t-il pressenti ce qui allait se passer à bord? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Monsieur Richard Geddes était à bord du Titanic le jour où il a écrit cette lettre à sa femme. Le 14 avril 1912, le navire semblait perdu à jamais. Avec lui, de nombreux secrets et trésors se sont déposés au fond de l'océan. Il a fallu attendre 1985 pour que l'épave du Titanic soit enfin redécouverte grâce à une technologie sonar de pointe. Depuis, les scientifiques ont réussi à récupérer des milliers d'objets dans le bateau naufragé et un grand nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Par exemple, des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu de restaurant du navire et même un morceau de moquette d'une cabine de première classe. Tous ces objets ont captivé l'attention du public, comme les diverses histoires des personnes à bord. Les scientifiques ont même cherché à remonter entièrement le Titanic afin de l'étudier convenablement et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas davantage. Certains ont suggéré de remplir l'épave de balles de ping-pong pour qu'elle flotte jusqu'à la surface, et d'autres ont même envisagé d'injecter 180 000 tonnes de vaseline dans sa carcasse. Une autre stratégie envisagée consistait à utiliser quelques 450 000 tonnes d'azote liquide afin de piéger le vaisseau dans une sorte d'iceberg artificiel qui le ferait alors remonter par lui-même jusqu'à la surface. Mais toutes ces stratégies ont finalement dû être abandonnées, l'épave étant bien trop fragile pour être récupérée ainsi. Le Titanic est peut-être l'un des navires naufragés les plus intéressants. En tout cas, le plus célèbre. Mais les plongeurs en eau profonde ont encore beaucoup d'autres histoires à nous rapporter. Il arrive que parfois des avions se retrouvent au fond de l'océan. Des plongeurs qui exploraient les environs de l'île d'Oahu, dans l'archipel de Hawaï, sont tombés sur l'épave d'un avion F-4U Corsair. Il semble qu'il se soit écrasé dans l'océan en 1946 en raison d'un manque de carburant. Si tu pouvais plonger assez profondément, tu pourrais même tomber sur des statues et des objets disparus depuis très longtemps. Par exemple, les vestiges du seul parc archéologique sous-marin du monde au large de la côte de Naples, en Italie. On y trouve les ruines de l'ancienne ville romaine de Bayès. Les statues sous-marines qu'on peut y découvrir sont à couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une tournure plutôt ironique des événements, une partie de l'équipement que nous comptions utiliser pour nous rendre sur la Lune a été perdue au fond de la mer pendant de longues années. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver?
À partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, de nombreuses fusées Apollo ont été lancées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Lorsque le véhicule spatial atteignait une altitude d'environ 61 km, son premier étage, comprenant les moteurs, se séparait du corps principal. On pensait alors que ses composants étaient détruits ou perdus à jamais. Vraiment ? En 2012, une équipe de spécialistes a découvert un ensemble de moteurs de fusées à 4 km au large des côtes de la Floride. Après 2 ans de restauration, ils ont été confiés au musée de l'aviation de Seattle qui les expose au public. Peux-tu t'imaginer une ville entière plongée sous l'eau ? En 2001, une telle ville a été découverte dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes. Certains archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville de l'histoire. Pour comparaison, elle fait presque la taille de Manhattan et est constituée de murs massifs et de grandes places. Les plongeurs ont découvert des fragments de sculptures, des œuvres d'art et même ce qui semblait être d'anciens meubles en bois, vieux de 9500 ans, soit 5000 ans de plus que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici. Ok, et maintenant, pourquoi pas une rivière sous-marine ? Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait, mais des plongeurs affirment en avoir vu au sud de Tulum, au Mexique. Est-ce réellement possible ? Eh bien, pas vraiment. Car le cénote Angelita n'est pas une véritable rivière, mais un type très spécial d'illusion d'optique. Formé par une halocline, c'est-à-dire un nuage de sulfure d'hydrogène présent au fond de cette grotte sous-marine. Mais il se trouve que tu peux nager à travers ce nuage, ce qui te donnera l'impression de te déplacer dans une masse d'eau en mouvement. On ne trouve pas seulement des objets inanimés sous l'eau. Certaines découvertes concernent également des créatures marines plutôt effrayantes. Tu aimerais probablement éviter les méduses si tu ne raffoles pas des piqûres. Mais cette méduse géante, également connue sous le nom de méduse à crinière de lion, est la plus grande de son genre d'après ce que nous savons. En toute justice, tu ne tomberas dessus que si tu plonges dans les eaux des océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Tu ne pourras pas la rater, car elle mesure 36 mètres de long avec ses tentacules. Ceux qui pratiquent la plongée en eau profonde sont nombreux à rêver de découvrir un jour un trésor perdu. Un plongeur a touché le jackpot lorsqu'il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million de dollars au fond de la mer. C'était en 2015. Ce plongeur chanceux nageait juste au large des côtes de la Floride. Qu'a-t-il trouvé ? Eh bien, environ 51 pièces d'or, 12 mètres de chaîne en or et une pièce unique et rare qui avait été taillée spécialement pour le roi d'Espagne, Philippe V. En parlant de trésors perdus, il est arrivé aussi que des plongeurs trouvent des bateaux pirates. Ils ont découvert l'une de ces épaves en 2015, au large de la côte colombienne, datant du XVIIIe siècle. La valeur de ce navire disparu a été estimée entre 4 et 17 milliards de dollars, car il contenait des richesses, des pierres précieuses, de l'or et d'innombrables d'autres objets de grande valeur. En comparaison, il y a une île entière, dans les Bahamas, qui est à vendre pour 75 millions de dollars. Un ordinateur est la dernière chose que tu t'attendrais à découvrir sous l'eau, n'est-ce pas ? Et s'il ne s'agissait pas d'un ordinateur ordinaire, mais d'un ordinateur ancien ? Un plongeur l'a découvert par hasard entre 1900 et 1901, sur le lieu d'un naufrage situé au large d'une île grecque. Les chercheurs pensent que cet étrange engin en pierre est la forme la plus ancienne d'un ordinateur. Il a été conçu à de nombreuses fins, notamment pour prédire les positions astronomiques ainsi que les éclipses sur le calendrier. Comme l'humanité a perdu la plupart des technologies de cette époque, il est incroyable que l'on soit tombé sur cet objet après des siècles. Cela nous a permis d'en apprendre beaucoup sur les Grecs de l'Antiquité. L'ordinateur se trouve maintenant au Musée archéologique national d'Athènes, si jamais tu voudrais le voir en personne. Ceci doit être l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la zone la plus profonde de tous les océans. Nous ne connaissons pas sa profondeur exacte, car il est très difficile de la mesurer, mais elle devrait faire environ 11 km et être 5 fois plus longue que le Grand Canyon. Des scientifiques ont étudié pour la première fois cet énorme trou en 1875 à l'aide d'une corde lestée. En 2012, le réalisateur canadien James Cameron a atteint le fond de la fosse à bord du submersible Deep Sea Challenger. Certaines des créatures les plus étranges de la planète vivent dans cet endroit, notamment la pieuvre Dumbo, le concombre de mer et le requin lutin. La fosse des Mariannes tient son nom des îles voisines. Elle-même nommée Las Marianas,
en l'honneur de la reine espagnole Marianne d'Autriche. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher. De nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets, construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen-Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux. Mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen-Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahl Radgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou, les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt, en 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnels. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert.
Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au fougou. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les fougous sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos fougous, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout, autrement ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces fougous pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les fougous uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. Ce village caché s'appelle Aogashima. Il est situé au cœur d'un cratère volcanique.
il se trouve au sud du Japon, à l'extrême nord de la Micronésie. L'histoire raconte qu'un volcan est entré en éruption dans la mer des Philippines dans les années 1780, ce qui a causé de nombreux dégâts à une communauté locale. La moitié de la population a réussi à échapper à cette énorme éruption et est revenue des années plus tard pour reconstruire le village. À l'heure actuelle, environ 160 personnes vivent paisiblement ici, même si l'on considère que le volcan est toujours actif. Huacachina, au Pérou, se trouve dans l'un des climats les plus secs du monde. Et pourtant, c'est une ville magnifique entourée de palmiers luxuriants. Elle dispose aussi d'une lagune dont on dit qu'elle a des propriétés curatives particulières. Le village compte un peu plus de 90 résidents qui gèrent de petits commerces. La plupart d'entre elles ont recours au sable comme principale ressource. Certains proposent des services de sandboarding ou même des dîners de luxe dans le désert. Depuis plus de 500 ans, un petit groupe de personnes vit dans le flanc d'une montagne appelée la Montagne Verte. C'est l'un des endroits les plus reculés d'Oman et du monde entier. Le seul moyen d'arriver jusqu'ici est à pied, à dos de mule ou en véhicule tout-terrain. Il s'agit d'Al Sogara et il faut marcher environ 20 minutes pour monter un escalier de pierre raide afin d'y arriver. Le village a vu le jour quand les habitants ont taillé leur maison dans la pierre de la montagne pour se protéger des tempêtes et du froid. 5 familles de la tribu Al-Shariki habitent encore ici, soit environ 25 personnes au total. On trouve beaucoup d'autres villages comme celui-ci dans la région, mais Al Sogara est particulier car c'est le seul qui soit encore habité. Il y a 14 ans encore, il n'y avait ni électricité ni ligne téléphonique. La route la plus proche que l'on pouvait trouver était à 10 km. Comme il n'y avait pas d'école, les gens devaient apprendre à lire et à écrire à la maison auprès de leurs aînés. Aujourd'hui encore, les villageois poursuivent cette pratique traditionnelle qui consiste à construire leurs maisons en les taillant directement dans la roche de la montagne. L'un des plus beaux joyaux grecs est Monemvasia, une ville fortifiée située dans le sud-est du Péloponnèse. Elle a été conçue pour être invisible depuis le continent, afin d'être mieux protégée. On la voit uniquement depuis la mer. Et pour y accéder, il faut suivre un étroit sentier qui la relie au continent. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, qui se traduit par un seul passage. Monemvasia a été construite au Moyen-Âge, entièrement taillée dans la roche de la montagne. De nos jours, de nombreux anciens manoirs y ont été transformés en maisons d'hôtes et en charmants hôtels. Non seulement l'architecture est incroyable et magnifiquement préservée, mais la ville est également entourée d'eau cristalline. Une ville sans route? Fais tes valises pour aller à Giethoorn, aux Pays-Bas, si cela ne te dérange pas de voyager en bateau. La ville est très paisible, probablement parce que tout le monde ici se déplace par les canaux. Même le courrier est distribué par voie fluviale. Comme il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent rarement, la ville est très calme. Si calme que le son le plus fort que l'on puisse entendre est le caquettement d'un canard de temps en temps. Au départ, il s'agissait d'un décor de cinéma, mais Hobbiton, en Nouvelle-Zélande, existe toujours, même après la fin des tournages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il est possible de visiter cette charmante ville de décor. Il existe 44 trous de Hobbit au total, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont ouverts au public. Le village isolé de Gazadalur, situé sur le flanc d'une montagne dans les îles Féroé, compte à peine 11 habitants. Il est surtout connu pour sa chute d'eau spectaculaire qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait y accéder uniquement à pied, en traversant les montagnes. Cependant, un tunnel a été construit récemment, ce qui a rendu l'endroit facilement accessible en voiture. La comédie musicale Popeye des années 1980 a fait construire un décor sur mesure à Malte. Celui-ci n'a pas été démonté après la fin du tournage, et le village de Popeye abrite désormais des groupes de bâtiments en bois joliment colorés et une troupe d'acteurs. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire sur place, comme assister à des spectacles de théâtre, faire des promenades en bateau, visiter des musées ou simplement explorer ce village original. Le village le plus ancien et le plus photographié d'Autriche s'appelle Hallstatt. C'est un joyau européen caché, avec des bâtiments anciens merveilleusement préservés et un lac salé souterrain. Il abrite aussi un musée avec des objets vieux de 7000 ans et la plus ancienne mine de sel du monde.
La forteresse de Bourtange, aux Pays-Bas, est un petit bâtiment en forme d'étoile. Mis à part le côté créatif, il a été construit de cette façon à des fins défensives. Cela donnait aux gardes du fort un avantage stratégique car ils avaient une vue parfaite à 360 degrés. De nos jours, la construction est parfaitement conservée, y compris ses vieux bâtiments, ses rues pavées, ses moulins à vent en bois et ses ponts sophistiqués. Au Maroc, il existe un village traditionnel en terre entièrement fait de briques d'argile. Tu peux le trouver dans une vallée proche des montagnes de l'Atlas, à 51 km de la capitale du Maroc. Les marchands qui suivaient la route commerciale transsaharienne passaient par cette ville pour transporter des épices et de l'or. Comme cette route commerciale est devenue de moins en moins populaire, beaucoup de ces forteresses ont été abandonnées et sont aujourd'hui des vestiges bien préservés. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour skier car il est encore caché du public. Pas étonnant que les habitants l'appellent le côté secret de la vallée. Situé en Autriche, le minuscule village de Warth ne compte que 200 habitants. Non seulement c'est le village le plus enneigé de la planète, mais il a aussi accès à l'une des plus grandes pistes de ski du monde. Sa popularité a un peu augmenté en 2013 lorsqu'on a terminé la construction d'une autoroute à proximité. Burano, en Italie, est l'une des îles les plus colorées du monde. En raison de ses superbes couleurs, elle a presque un aspect tropical. On y trouve des eaux vert émeraude, de belles maisons et un clocher du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle de dentelles a amené Léonard de Vinci sur l'île dans les années 1400. Il y a acheté un morceau d'étoffe qu'il a ensuite utilisé pour concevoir le célèbre dôme de Milan. Si tu as un passeport britannique, tu dois connaître la magnifique petite ville de Bibury, car son paysage figure sur ta carte d'identité. C'est certainement l'une des villes les plus charmantes d'Europe, car elle est composée de bâtiments en pierre situés sur la rivière Colne. L'image qui figure sur les passeports britanniques est celle d'Arlington Row, une rangée de cottages destinés aux tisserands dont l'origine remonte au XIVe siècle. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915 lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale du monde. Les gens qui vivent ici ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures extérieures peuvent atteindre 51 degrés Celsius. Le village compte aujourd'hui des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy abrite également le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. Pour visiter l'endroit le plus reculé de la planète, tu devras te préparer à un sacré voyage. Si tu viens des États-Unis, par exemple, le chemin le plus facile est un vol de 15 heures jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage de 6 jours en bateau. Ce n'est qu'après cela que tu arriveras à Tristan da Cunha. Tu peux aussi faire une croisière d'1 mois dans l'océan Atlantique Sud, selon ce qui te convient le mieux. Il faut s'y prendre à l'avance, car il n'y a que 9 voyages en bateau vers l'île par an. L'île elle-même ne fait que 11 km de long. Située en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, elle occupe une superficie de 97 km². Les 300 résidents sont tous des agriculteurs. Ils ont l'Internet, mais il est très lent. Quant au réseau téléphonique et au journal local, il n'existe pas. Les habitants de l'île parlent un dialecte anglais qui n'est utilisé que par le plus petit nombre de personnes au monde. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population.
Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas.
mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarsène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarsène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarsène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365.
Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans, et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de sarcène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilite en sarcène. Lors de la troisième étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubray aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la quatrième étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le sarcène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie. Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour rassembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'il cherchait un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence.
En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarcène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de sarcène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage. Ce qui signifie qu'ils communiquaient beaucoup plus que leurs ancêtres, même au niveau international. C'est ainsi qu'ils ont pu faire connaître Stonehenge, et c'est aussi à ce moment-là que tout le mystère et la fascination pour ce monument ont commencé. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps, et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi.
Vous aimez les bananes autant que moi? La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif un peu plus grand qu'un pot de peinture sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone. Ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas?
Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre.
Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs. Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 mètres carrés, soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. L'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel d'Eupalinos.
une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de 2 points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse. Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entourée de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle ait eu sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de colle noire. Ce look aurait été créé par Airas, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée. Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Airas aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Airas se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque, son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire. Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse.
Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandises, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'ils pouvaient influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local. D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment, il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 26 000 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2000 dollars. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte, le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et ils ne partageaient même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures.
Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure. Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi ils ressemblaient exactement.
La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a deux escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides. Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X, afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux.